Et cette année encore, le magazine Marianne a calculé à quelle hauteur et comment les entreprises du CAC 40 rémunèrent d'un côté le capital, les actionnaires, et de l'autre le travail, les salariés. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Votre conclusion, c'est qu'en ces temps d'inflation, mieux vaut être actionnaire que salarié. Mais vous savez, on peut très bien être les deux quand on est collaborateur pour une boîte du CAC 40. Souvent d'ailleurs, on est les deux. Oui, mais l'essentiel de ce qui constitue le pouvoir d'achat pour un salarié, ce n'est pas le fruit de ses placements en capital, mais c'est le fruit de son travail. Vous avez raison. Vous avez raison. Pourquoi donc faire ce travail? Pourquoi comparer ce que les boîtes du CAC 40 versent d'un côté à leurs actionnaires et de l'autre à leurs salariés? D'ailleurs, quand on regarde, je crois qu'elles versent, je sais pas, 3 fois ou 4 fois beaucoup plus en salaire qu'en capital. C'est normal d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Et alors, je veux dire, cette question est légitime parce qu'on pourrait se dire, vous voulez en fait réactiver une sorte de lutte des classes. C'est pas exactement ça. C'est tout de même reconnaître que dans le partage de la valeur ajoutée, eh bien, il y a un choix et que ce choix-là, il est économique, mais il a aussi une dimension très politique. C'est-à-dire, il s'explique par un système politique et économique qui a sa légitimité ou qui ne l'a pas, mais qui produit quelque chose. Et ce qu'il produit, c'est un partage entre la masse salariale et la rémunération du capital qui est déséquilibré. Il ne s'agit pas de dire que les gens qui placent leur argent doivent être rémunérés, parce qu'après tout, ils prennent des risques, et puis que cet argent, il est parfois aussi le résultat d'un travail. Donc, il est tout à fait normal que les bailleurs des fonds soient rémunérés. Mais la question est celle des proportions. Alors on en parle pour le coup, pardon, je coupe, Franck, on parle du CAC 40. Oui. Vous savez que quand on regarde sur l'ensemble de l'économie, quand on regarde, on est bien documenté, les chiffres, ce sont des chiffres INSEE, sur le partage de la valeur, je ne parle pas du CAC 40, je parle de l'économie française, on a une relative stabilité dans ce partage de la valeur entre travail et capital, sur longue période. Oui, alors sur très longue période, et puis ça dépend aussi quelle est la base de référence. Sur le début des années 80, où le partage de la valeur ajoutée était quand même très supérieur, était supérieur par rapport à aujourd'hui en faveur des salariés. C'est vrai au niveau macroéconomique et national. Nous, on a voulu le faire au niveau du CAC 40, où là, on est plutôt dans une logique de grands groupes, de multinationales, qui prennent en considération des mécanismes boursiers et financiers qui ne sont pas ceux d'un patron de PME, où là, où vous avez raison, il y a une certaine constance quand même, malgré tout, dans la répartition de la valeur ajoutée, en particulier en France. Mais dans le CAC 40, nous avons vraiment, pour le coup, le reflet d'une répartition selon des logiques vraiment mondiales. C'est-à-dire que si on faisait ça pour le DAX 30 allemand, on retrouverait plus ou moins la même logique. Et cette logique, c'est celle de se dire, en fait, il y a une inégalité de traitement qui correspond à la globalisation et à la mondialisation entre le capital et le travail, parce que le capital est très véloce, est très rapide et puissant et peut finalement exercer sa pression sur le management du CAC 40 de manière à être le mieux rémunéré possible. Et en face, vous avez le travail qui, effectivement, même si les syndicats reprennent un peu de vigueur, même si le chômage desserre un peu ses dents et donc quelque part pourrait favoriser le salariat, eh bien malgré cela, vous avez tout de même une pression qui s'exerce et qui s'exerce sur les patrons. Et là où finalement je voudrais introduire un peu de complexité dans l'argumentation pour dire que je ne vais pas rejouer le capital et le travail, c'est que les patrons eux-mêmes, sont liés à cette pression de l'actionnaire pour rémunérer par des rachats d'actions les bailleurs de fonds et par des dividendes. Je pense qu'un patron digne de ce nom, qui est un capitaine d'industrie, faire un rachat d'actions, c'est renoncer pas simplement à augmenter les salariés,
mais c'est aussi refuser d'investir sur je dirais, des projets industriels qui sont liés à la recherche, qui contiennent de l'espoir de retour sur investissement, qui en charrient avec eux une volonté de conquête, de marché, etc. Les patrons aussi, je veux dire, faire du rachat d'actions, c'est quelque part renoncer à investir. C'est presque contre nature. Donc, je ne voudrais pas dire que il y a un tiers acteur qui est celui du patron qui prend toujours la défense de l'actionnaire. Je pense que c'est le cas, mais il le fait par une pression inouïe. Ouais. Il le fait par une pression inouïe. Alors, vous nous parlez Franck, vous nous parlez du jour du dépassement, oui. Le jour de dépassement capitaliste. C'est quoi ce concept ? Alors, le concept, c'est tout simplement de calculer quelle est la charge de personnel, c'est-à-dire le montant des salaires et tout ce qui est les frais du personnel, qui doit être mentionné dans le document de référence des sociétés, et puis de le comparer à la somme de ce qui est alloué aux actionnaires à travers les dividendes et les rachats d'actions. C'est une forme finalement de distribution de dividendes, puisqu'il y a un phénomène d'augmentation de cours par phénomène dit relutif, qui augmente le bénéfice par action immédiatement. Je passe là-dessus sur cette technicité. Donc vous avez deux masses face à vous. Vous avez la somme de la masse salariale distribuée par le CAC 40, c'est 300 milliards. Et vous avez ceux qui travaillent, la rémunération du travail, la rémunération de l'effort que coûte le fait de se lever tôt pour partir au boulot. Et puis en face, vous avez la rémunération du capital. Je ne vous parle pas de plus-value sur le capital, mais de dividendes et de rachat d'actions, qui est égal non pas à 300 milliards, mais à 92,4 milliards. Donc ça veut dire que 76% en gros revient au salaire, ouais, et 24% revient au capital. Et si vous le mettez par une règle de prorata sur une échelle que vous annualisez, vous tombez sur le 279e jour, c'est-à-dire le 6 octobre. C'est-à-dire qu'à partir du 6 octobre, eh bien, les salariés du CAC 40 travaillent pour rémunérer le capital. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que le capital ne doit pas être rémunéré, mais c'est encore une fois une affaire de proportion. Et cette proportion, eh bien, elle est considérée... On commence de plus en plus tôt, année après année. Je ne sais pas depuis quand vous faites ces calculs. Alors, l'année dernière... Ouais. Oui, pardon, excusez-moi, allez-y. Non, là on est au 6 octobre, mais est-ce que les années passées, on commençait à travailler plus tard pour, Alors, l'année dernière, en fait, c'était un peu plus tôt, c'était le 22 septembre, parce qu'il y avait un super dividende de Vivendi qui avait un peu fait bouger les choses. Je crois que c'était plus de 20 milliards de super dividendes qui avaient fait, à lui seul, qui modifiait, qui tordait un peu les choses. Si on exclut ce dividende de l'année dernière, effectivement, on est une semaine plus tôt. Et c'est une moyenne. C'est une moyenne parce que ce jour du dépassement, il peut commencer bien plus tôt dans l'année. Je crois qu'avant l'été même, pour certaines boîtes du CAC 40. Oui, absolument. Par exemple, vous avez Total Energy où la charge de personnel est 9 milliards. En plus de ça, ce sont des salariés qui sont relativement bien payés, je dis relativement, par rapport à l'ensemble des Français. Mais ils ont quand même un potentiel d'augmentation qui serait parfaitement légitime, puisque vous avez en face la masse qui est distribuée aux dividendes, qui est de 16,4 milliards. Et donc, il est quand le jour de dépassement ? Là, il est le 11 mai. Le 11 mai. Ah, ok. Quoi d'autre ? Vous avez aussi Pernod Ricard, où c'est en gros la moitié de l'année. Enfin, oui, c'est ça, la moitié de l'année. 1,5 milliard de charges de personnel, 1,8 milliard de versements aux actionnaires. Vous avez Kering, 2,8 milliards au personnel, 2,7 milliards aux actionnaires. Donc, vous êtes pratiquement au milieu de l'année pour ces groupes-là. Puis, vous avez des groupes, il faut bien l'avouer, Renault, par exemple, ils n'ont pas distribué. Voilà, ils n'ont pas distribué aux actionnaires, ou très peu, puisqu'ils ont repris la distribution de dividendes au titre de 2022 distribué en 2023, qui est très, très faible. Et donc, effectivement, vous avez 357 jours pour le salarié, c'est-à-dire le 23 décembre. Donc, effectivement, vous avez quand même beaucoup de sociétés. Et en dehors de Renault qui ne paye pas de dividendes, sur les autres acteurs du CAC 40 qui en payent, mais qui, au jour de dépassement et en décembre, on va dire, il y en a ? Oui,
je vais vous les citer. Publicis, Bouygues, Capgemini, Pardon, ça a coupé. Publicis, Capgemini. Ah, on a perdu Franck de Dieu. Franck, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Alors ça a Oui. coupé, vous me disiez donc, on va reprendre sur les boîtes du CAC 40 où le jour de dépassement est en décembre. Oui, alors Publicis, Bouygues, Capgemini, Veolia, Eurofins Scientifique, Renault, Alstom, Unibail et Worldline. Voilà, et là pour le coup, donc, les salariés de ces groupes-là travaillent pour leurs actionnaires à compter donc, du mois de décembre. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est quand même une répartition qui est assez juste. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut nationaliser le CAC 40, ou alors, mieux que ça, le collectiviser pour que tous les salariés soient eux-mêmes actionnaires à 100%. Mais c'est une logique de proportion, et je crois que c'est ça qui choque les Français, c'est que c'est un problème de proportion. Et je crois que si on y réfléchit bien, et c'est un peu ça la morale de l'histoire en regardant de plus près les chiffres, c'est que on a beaucoup parlé, et moi le premier, sur je dirais cette exubérance dans les salaires des patrons, mais en vérité, d'un point de vue très, très macroéconomique, ou quasi macroéconomique, vous voyez que le salaire d'un patron, eh bien, s'il devait le transformer en salaire au bénéfice du salarié, Patrick Pouyanné, il donnerait 70 € par salarié. Vous voyez bien que ça ne change pas véritablement la face du monde, même si vous êtes dans une logique morale dont on pourrait parler pendant des heures. En revanche, si les actionnaires de Total Énergie faisaient le deuil de leurs dividendes une seule année, vous aurez de quoi dégager 98 000 € par salarié. Alors, c'est un exemple qui est un peu spectaculaire et qu'il ne faut pas peut-être extrapoler trop vite. Mais regardez par exemple chez Stellantis, ça ferait une moyenne, si les actionnaires renonçaient à leurs dividendes et au rachat d'actions, ça ferait 15 000 € par salarié. Donc là, Enfin, ça reste très théorique parce que le droit d'un actionnaire, c'est toucher les dividendes. Oui, et effectivement, c'est assez théorique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans ce partage de l'argent, on a beaucoup opposé le PDG et les salariés. Or, en termes de masse salariale, je ne vous parle pas en termes de principe, qui est quand même aussi de l'importance à l'économie, les principes, mais y compris d'ailleurs pour la motivation au travail des uns et des autres. Mais en ce qui concerne en revanche des phénomènes de réalité, de transfert d'argent, vous avez véritablement de quoi changer les choses. Même s'ils renonçaient à la moitié de leur rémunération, ça ferait 7 000 € par salarié de Stellantis. Il y a une autre, on finit là-dessus, il y a une autre réalité qui est palpable, je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus, mais sans doute les hausses de dividendes progressent plus vite que les hausses de salaire. Ça, c'est, je pense, une réalité. Vous avez des chiffres ou pas là-dessus, vous? Oui, par exemple, je les ai pas regardé ça de très très près. Par exemple, j'ai eu un exemple où vous avez, je crois que c'est Saint-Gobain, où vous avez 23%, oui, par exemple, Saint-Gobain, le dividende progresse de 23%, la masse salariale progresse de 5,4%. La masse salariale, entendons-nous, David, j'ai oublié de le préciser pour vos auditeurs, c'est que la masse salariale, elle est mondiale. C'est pas la masse salariale en France, c'est la masse salariale mondiale. C'est-à-dire que 5,4% d'augmentation de la masse salariale, vous pouvez me dire, mais ça finalement c'est l'inflation, c'est pas si mal, ce qui est vrai, sauf que l'inflation au niveau de pays de l'OCDE ou l'inflation mondiale est très supérieure. Donc vous pouvez imaginer que la masse salariale mondiale ne soit pas, l'augmentation est en dessous de l'inflation. Et vous avez le dividende qui progresse de 23%, c'est beaucoup. Saint-Gobain, c'est quand même une entreprise qui a été créée par Colbert, et qui a une dimension quand même, je dirais, qui a été une fierté de la France aussi. Donc, elle a une sorte d'obligation par rapport à sa politique sociale. Bon voilà, le jour de dépassement capitaliste est à lire dans le magazine Marianne, dont la couverture qu'on va découvrir ensemble du nouveau numéro porte sur ces questions que personne n'ose poser après l'horreur. Voilà.
Voilà, en 2 mots, s'il faut teaser. Ah oui, ben, si vous voulez, nous, on ose poser les questions tabous, les questions qui fâchent sur le rôle de Netanyahou, sur les pays voisins, sur l'opinion publique israélienne, sur la solution à 2 États, est-ce qu'elle est enterrée, est-ce qu'il y a une forme d'espoir, voilà. Donc ce sont des questions que voilà, on ose les poser, hein, quitte à mettre les pieds dans le plat, mais sans tabou. À lire ce week-end dans le magazine Marianne. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction hebdomadaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.